Salut les primonautes et bienvenue dans ce troisième épisode de Pour aller plus loin, troisième épisode qui fait suite à l'épisode 18 de Primum non nocere, dans lequel on a parlé d'automédication, de traitement antidouleur et globalement des choses que vous devriez ou ne devriez pas faire en cas de douleur à la maison. Alors dans cet épisode 18 on a vu plein de choses, mais on n'a absolument pas vu quelles étaient les stratégies ni les moyens à disposition des équipes médicales pour lutter contre la douleur. Devinez quoi? C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est fou, non? Palio-OMS, coantalgique, échelle de douleur, règles de prescription. Bienvenue dans Pour aller plus loin. Depuis plusieurs années, la prise en charge de la douleur est un élément majeur dans la démarche de soins, et ce à tous les niveaux. Enfants, adultes, personnes âgées, patients communicants ou non, ça peut concerner tout le monde. La douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique, est quelque chose d'assez contre-productif dans la prise en charge. Il est donc très important de lutter contre, et on va donc voir les armes à notre disposition. Et pour bien lutter contre un ennemi, il est important de bien le connaître, cet ennemi. On va donc commencer par la définir. Donc si on reprend la définition de l'Association internationale d'études de la douleur qu'on avait vue dans l'épisode 5 de Primum non nocere. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans des termes impliquant une telle lésion. On voit bien que la douleur c'est quelque chose de particulier quand même. La douleur, c'est une expérience personnelle, c'est quelque chose de subjectif. Il n'existe pas par exemple de marqueur biologique permettant d'objectiver la douleur. Non, la douleur c'est quelque chose que le patient doit communiquer. Il va donc falloir trouver un moyen de la rendre tangible, cette expérience, de la caractériser et de la quantifier. Et faire ça, ça commence par considérer la douleur en tant que telle. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment ? La considérer comme une manifestation particulière, un symptôme particulier, même en l'absence de preuves objectives de son existence. Car comme le dit la définition, il peut exister ou non une lésion expliquant les douleurs. Donc avant de la traiter, on va commencer par bien la caractériser cette douleur. Et ça se fait généralement selon 4 axes. Le premier axe, c'est quelque chose d'évident et de pourtant assez mindfuck. Est-ce que le patient communique? Vous vous doutez bien que c'est pas exactement la même chose d'évaluer la douleur chez un nourrisson, un enfant, un adulte, une personne âgée, un patient dans le coma ou quelqu'un de dément. Non, ça va complètement conditionner la suite de la prise en charge. L'axe suivant, c'est un critère d'ancienneté. Est-ce qu'il s'agit d'une douleur aiguë ou d'une douleur chronique? Aigu ici fait absolument pas référence à son niveau d'intensité, mais à son caractère récent. Ouais, enfin récent, aigu ça veut dire moins de 3 mois. Une douleur aiguë est souvent un signal d'alarme qui révèle un problème. En guérissant le problème, généralement, on guérit la douleur. Exemple, une fracture, ça fait mal. Et quand on la soigne, ça fait moins mal. De l'autre côté, la douleur chronique est donc une douleur qui a plus de 3 mois. Elle évolue pour son propre compte et elle devient ce qu'on appelle une douleur maladie. Elle est inutile, délétère et destructrice. Elle va avoir un retentissement physique et psychologique sur le patient de façon plus ou moins marquée. Le troisième axe, ce sont les différents mécanismes de la douleur. On y retrouve pêle-mêle les douleurs par excès de nociception, neuropathique, psychogène, fonctionnelle et mixte. Alors, si le dernier paraît relativement évident, c'est-à-dire un mélange de plusieurs mécanismes, les 4 autres, beaucoup moins. L'excès de nociception, c'est la manière compliquée de dire douleur normale. Ça correspond à l'activation de récepteurs à la douleur par une lésion ou une agression tissulaire. Alors que ce soit des récepteurs mécaniques, thermiques ou chimiques, c'est probablement les douleurs les plus accessibles au traitement médicamenteux. Les douleurs neuropathiques sont des douleurs qui sont liées soit à l'atteinte directe de nerfs ou du système nerveux central, et ce, que ce soit à cause d'une lésion physique ou d'une maladie. Une hernie discale, les séquelles d'un accident vasculaire cérébral ou de la sclérose en plaques, ce sont des douleurs neuropathiques. Les douleurs psychogènes sont des douleurs d'origine purement psychique. On les observe par exemple dans certains cas de dépression. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, on vous envoie vers l'épisode du Psylab qui vous expliquera ça beaucoup mieux que nous. Et pour finir, les douleurs fonctionnelles. Alors là, c'est un petit peu plus chaud parce qu'elles font partie de ce qu'on appelle les syndromes médicalement inexpliqués. Il n'y a pas de lésions organiques ou de troubles de la psyché qui peuvent expliquer les douleurs, mais elles existent. C'est juste qu'on ne les explique pas correctement. On y retrouve par exemple les céphalées de tension, la fibromyalgie ou le syndrome du côlon irritable. Pour les personnes qui nous regardent et qui ont ces pathologies ou qui connaissent des gens qui ont ces pathologies, on insiste bien sur le fait qu'il s'agit de symptômes inexpliqués, pas inexistants. Ils sont généralement la composante de plein d'éléments qui soient physiques, morphologiques ou psychosociaux. Le dernier axe, ce sont les composantes de la douleur. Généralement, on en retient 4. Sensoridiscriminative, émotionnelle, cognitive et comportementale. Sensoridiscriminative, ça correspond à la manière dont le patient caractérise sa douleur. Où, quand, comment, combien, quelle durée
etc. Émotionnel, ça correspond aux émotions que le patient met sur sa douleur. Est-ce que c'est désagréable mais ça va? Est-ce que c'est pénible? Est-ce que c'est intolérable? Est-ce que ça le déprime ou est-ce que ça l'angoisse? Cognitive, c'est à la fois la manière dont le patient intellectualise cette douleur, c'est-à-dire quelle valeur il lui donne et comment il l'interprète, mais également l'ensemble des mécanismes qu'il va le mettre en place pour éviter cette douleur de manière volontaire, c'est-à-dire en l'évitant, en l'anticipant ou alors en détournant son attention. Et pour finir, comportemental, c'est la manière dont le patient manifeste cette douleur, alors que ce soit verbalement comme des gémissements ou alors au contraire des silences, ou non verbalement par des postures ou des mimiques. Toutes ces composantes vont également pas mal dépendre du patient et de son expérience antérieure de la douleur, de son vécu, de son milieu social ou culturel. Voilà, là c'est bien caractérisé. On sait sur quoi on part et on a bien évalué les forces en présence. Et puis surtout, tout ça, ça permet aux médecins de parler entre eux de façon précise. C'est aussi ça l'intérêt du langage médical, savoir de quoi on cause. Et pour en savoir un petit peu plus, je vous renvoie vers la vidéo de Linguisticae et d'Asclepios sur le langage médical. Bon, tout ça c'est bien mignon, mais ça reste très formel. Dans la vie de tous les jours, Et pendant ce temps-là, dans le vrai monde réel de la réalité véritable, outre l'interrogatoire du patient quand il est possible, les équipes médicales possèdent tout un tas d'outils spécifiques qui permettent d'évaluer la douleur. Il en existe tout plein pour tout plein de situations différentes, certains qui permettent de qualifier la douleur. Grâce au questionnaire DN4 par exemple, on peut faire la différence entre des douleurs nociceptives et neuropathiques. Et certains pour quantifier la douleur. Quand le patient peut le faire lui-même, on appelle ça une auto-évaluation, et quand le patient ne communique pas, c'est un observateur extérieur qui le fait et on appelle ça une hétéro-évaluation. Certaines situations sont un petit peu tricky. Les nourrissons, les personnes dans le coma, les personnes démentes, ça nécessite des échelles particulières pour évaluer la douleur. On vous met quelques exemples dans la description. Ces outils sont pas nécessairement très complexes. L'un des plus utilisés, que vous connaissez très probablement, est très simple. C'est ce qu'on appelle l'échelle numérique. Le fameux, sur une échelle de 0 à 10, quelle note donnez-vous à votre douleur? Petit aparté en parlant de ça, la douleur c'est bien évidemment quelque chose de subjectif. Ça n'empêche qu'on peut essayer de répondre à cette question le plus objectivement possible. Ça ne sert à rien, voire c'est contre-productif, de sur- ou de sous-estimer sa douleur. Vous ne serez pas plus valeureux ou valeureux si vous résistez à la douleur, et d'un autre côté, en gonflant vos scores, vous risquez de vous exposer à des problèmes. Les deux situations, et j'insiste bien là-dessus, les deux situations peuvent mener à des erreurs de prescription et donc à des sur- ou à des sous-dosages. Non. Quand on vous pose cette question, je vous conseille de garder ça en tête. Sur une échelle de 0 à 10, 0 c'est l'absence complète de douleur, et 10 c'est la pire douleur que vous puissiez imaginer. 10 c'est je vous coupe la jambe, sans anesthésie, avec une cuillère. Oui, une cuillère. Ah oui, dernière chose, les équipes ont l'habitude et des échelles d'hétéro-évaluation. Faut pas les prendre pour des jambons. Sur ces bonnes paroles, on va pouvoir s'attaquer au traitement. On va évidemment pas tout voir ni tout expliquer, on va par exemple pas du tout parler de dosage, et sans ça, vous allez voir que ça va pas toujours être simple. Comme on l'a vu dans l'épisode 18, les antalgiques, c'est-à-dire les antidouleurs, sont classés selon 3 paliers par l'OMS. Le palier 1, c'est ce qu'on appelle les antalgiques périphériques. Ils sont indiqués pour les douleurs légères à modérées, et on trouve dans ce palier le paracétamol, l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le néfopam, dont on n'avait pas parlé la dernière fois parce qu'en théorie, il n'est disponible que par voie intraveineuse. Comme leur nom l'indique, ils ont une action périphérique, c'est-à-dire directement sur les mécanismes locaux de la douleur, pas sur le système nerveux central. Sauf le néfopam ou Acupant. Alors c'est classé dans les paliers 1, mais son action est plus proche du palier 2, on va dire palier 1,5. On n'en est qu'au début et c'est déjà le bordel. Le palier 2 et le palier 3 sont ce qu'on appelle des antalgiques opioïdes, et je me rends compte que je vais devoir expliquer brièvement pourquoi opioïdes. La morphine est une substance psychoactive issue du pavot, tout comme l'opium. Elle a été purifiée en 1806 par le chimiste allemand Friedrich Serturner. Quand on a commencé à étudier le fonctionnement de la morphine, on a découvert qu'il agissait sur des récepteurs à la surface des cellules, qu'on a appelés récepteurs opiacés, puis opioïdes. Ces récepteurs, de différents types, se retrouvent à différents endroits dans l'organisme, mais principalement au niveau du système nerveux central, c'est-à-dire la moelle épinière et le cerveau. Opioïde fait donc référence à l'ensemble des substances naturelles ou synthétiques capables d'activer ces récepteurs opioïdes. Le palier 2, c'est ce qu'on appelle donc les antalgiques opioïdes faibles. On ne trouve que 2 molécules, la codéine et le tramadol. Et avant, on y trouvait aussi le dextropropoxyphène. Hello, darkness, my old friend. Qui était un excellent antalgique, mais à cause de polémiques un peu stupides au niveau européen, il a été retiré du marché.
Les autorités sanitaires européennes étaient contre, les autorités sanitaires françaises étaient plutôt pour, mais bon, décision européenne, tout ça. Les antalgiques de palier 2 sont indiqués en cas de douleur modérée à sévère ou en cas d'échec des antalgiques de palier 1, et on peut les retrouver seuls ou en association avec du paracétamol. Et pour finir, les antalgiques de palier 3, les opioïdes forts. Ils sont indiqués en cas de douleur sévère à intense ou en cas d'échec des antalgiques de palier 2. La molécule de référence ici, c'est la morphine. Les autres molécules, qu'elles soient de synthèse ou naturelles, sont référencées par rapport à la morphine. Le fentanyl, par exemple, qui est une molécule de synthèse, est considéré comme 50 à 150 fois plus puissant que la morphine. Le palier 3 est clairement la catégorie où il y a le plus de molécules et le plus de modes d'administration, et c'est pas très intéressant de tout détailler ici. Globalement, palier 3 égale morphine. Il est important de noter que les opioïdes, c'est-à-dire les paliers 2 et les paliers 3, s'ils sont bien prescrits, ne présentent pas de risque de toxicomanie, d'overdose ou de dépendance. S'ils sont bien prescrits, il y a des effets secondaires, mais pas ceux-là. Non, c'est s'ils sont mal utilisés, c'est-à-dire qu'on en fait un mésusage, que les risques de dépendance, de toxicomanie et d'overdose apparaissent. Ces 3 paliers de l'OMS ont tout plein de règles de prescription avec tout plein de subtilités, et on va voir ici que quelques principes de base. Tout d'abord, on commence toujours par prescrire un antalgique de palier 1, sauf si les douleurs sont trop importantes d'emblée. Ensuite, on peut associer les antalgiques de palier 1 entre eux, s'ils sont de classes différentes, pas à l'intérieur d'une même classe. Associer paracétamol et un anti-inflammatoire, mais associer 2 anti-inflammatoires ensemble. Les paliers 2 et 3 ne doivent pas être prescrits sans être associés à du paracétamol. Ça permet de diminuer les doses. Et les associations 1+2 ou 1+3 sont recommandées, mais pas les associations 2+3. Donc comme on le disait dans l'épisode 18, le paracétamol c'est un socle sur lequel on rajoute des choses. Et avec ça, vous avez globalement les règles de prescription de base des antalgiques. Et avec ça, on a fait le tour des antalgiques dits conventionnels. Ne reste plus qu'à voir les antalgiques non conventionnels, qu'on appelle aussi coantalgiques, c'est-à-dire l'ensemble des moyens médicamenteux ou non qui ont une activité antalgique, mais qui ne sont pas directement des antalgiques. Un bon exemple pour ça, ce sont certains antiépileptiques et certains antidépresseurs. Les antidépresseurs tricycliques, par exemple, ont montré une très bonne efficacité dans la lutte contre les douleurs chroniques et neuropathiques, pour leur action sur l'humeur, bien évidemment, mais aussi sur des mécanismes de régulation directe de la douleur. Les antiépileptiques ont également une activité sur les douleurs neuropathiques. Les antiépileptiques servant à réguler l'activité des neurones, ils limitent l'envoi d'informations douloureuses. Mais il y en a plein d'autres. On pourrait parler des décontractants musculaires ou des antispasmodiques comme le spasfon ou des corticoïdes. Et dans les choses non médicamenteuses, on peut trouver par exemple la kinésithérapie, le massage, la neurostimulation ou bien évidemment toutes les formes de psychothérapie de soutien qui permettent de lutter contre la partie émotionnelle de la douleur. La lutte contre la douleur, vous pouvez voir que c'est un champ complet de la recherche et de la médecine, avec le développement d'un véritable arsenal thérapeutique et de stratégies complexes de lutte contre la douleur. C'est d'ailleurs une spécialité médicale à part entière, avec des médecins et des équipes multidisciplinaires spécialisées dans la lutte contre la douleur. Comme vous avez pu le voir, il s'agit donc d'un sujet vaste et complexe, avec un adversaire insidieux et changeant, mais contre lequel il est toujours possible de lutter. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce 3e épisode de Pour aller plus loin. Avant de répondre aux questions que vous m'avez posées dans l'épisode 18, on va faire un petit peu de réclame. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu des familles, ça fait toujours plaisir, ou à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ou à poser vos questions dans les commentaires, ça permet de faire vivre la communauté, et puis c'est surtout pour ça qu'ils sont là, hein, les commentaires. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être signifié quand les prochaines vidéos vont sortir. Le but de cet épisode, c'était vraiment de parler de la douleur et des différents traitements et la stratégie qu'on peut utiliser pour lutter contre la douleur. C'était absolument pas de parler des différents médicaments, de leur dosage ou de leurs effets secondaires. Non, et puis si on avait fait ça, il aurait quasiment fallu un épisode par médicament. Et ce serait beaucoup trop long. D'ailleurs, Climène, si tu sais pas quoi faire, bisous, ça c'est pour toi. Cadeau. Et maintenant, on va passer aux questions que vous m'avez posées dans l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode 18 sur l'automédication. Existe-t-il un phénomène d'accoutumance avec le paracétamol ? À ma connaissance, pas de dépendance et pas d'accoutumance. C'est un médicament globalement safe. Il a des effets secondaires, principalement hépatiques, mais pas accoutumance et dépendance. Il y a des études récentes qui ont été très médiatisées, qui ont montré d'autres effets indésirables du paracétamol, mais je prends ces études avec beaucoup de circonspection. Le naproxène, en vente libre. Bah bien sûr. Alors oui, comme tu me le fais si élégamment remarquer, le naproxène n'est pas disponible en vente libre. C'est une erreur de ma part. L'ibuprofène, oui, sous plein de formes différentes. Le kétoprophène aussi, sous une seule forme, mais pas le naproxène. Donc merci de m'avoir fait remonter la formation. C'est une erreur.
Sais-tu pourquoi les médicaments sont conditionnés en boîte préparée et non pas en quantité nécessaire ? Alors, pour le conditionnement, d'après ce que j'en sais, la législation française ne permet pas de mettre en vente des boîtes de médicaments qui contiennent à l'intérieur d'une boîte une dose létale pour un être humain. Donc c'est un peu hypocrite, évidemment, il suffit d'avoir 2 boîtes, mais globalement c'est ça l'idée. Dans une boîte, il n'y a pas de quoi tuer un être humain, d'où le type de conditionnement qu'on a en France. Mais ça c'est en France, c'est absolument pas valable par exemple dans les pays anglo-saxons. On a tous cette image des mecs avec des boîtes de cachetons, je sais pas, orange par exemple, et qui comme ça, comme des cachous. Grégory, si tu nous entends. Et ce conditionnement anglo-saxon va poser des problèmes de surdosage, vous vous en doutez bien. Le dextropropoxyphène, par exemple, c'est probablement ce qui lui est arrivé. En Angleterre et en Suède aussi, je crois, il y avait beaucoup de décès liés au surdosage. Pas du tout en France. Mais c'est parce que les conditionnements n'étaient absolument pas les mêmes. Et je pense que c'est un très bon exemple de médicament qui est retiré, mais pas pour les bonnes raisons. Je pense personnellement que c'était un très bon médicament et qu'il a été retiré pour de mauvaises raisons. On arrive maintenant à la fin de ce 3e épisode de Pour aller plus loin. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires pour le prochain épisode. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, prenez soin de vous, soignez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Primum Non Nocere.